Carrie, 6e partie. Sans doute, aucun aspect de l'affaire Carrie White n'a-t-il suscité autant d'interprétations erronées et n'est-il resté aussi obscur que le rôle joué par Thomas Everett Ross, le compagnon si malchanceux de Carrie au bal de printemps du collège d'Ewan. Morton Cratchbarken, dans une allocution quelque peu emphatique lors du colloque national sur les phénomènes physiques l'année dernière, a déclaré que les deux événements les plus frappants du XXe siècle avaient été l'assassinat de John Kennedy en 1963 et la destruction de Chamberlain, Maine, en mai 1979. Cratchbarken soulignait que les deux événements avaient dû leur notoriété particulière à l'action des masses médias et qu'ils avaient l'un et l'autre mis en évidence la correspondance entre la fin d'une situation donnée et l'amorce irrévocable d'une autre tendance, pour le meilleur ou pour le pire. S'il est permis de faire cette comparaison, Thomas Ross a joué un peu le rôle d'un Lee Harvey Oswald, détonateur de la catastrophe. La question qui demeure posée est celle-ci. A-t-il agi en toute connaissance de cause ou non? Susan Snell, de son propre aveu, devait être accompagnée par Ross à cette fête annuelle. Elle affirme avoir suggéré à Ross de pressentir Carrie pour contrebalancer le rôle qu'elle avait joué dans l'incident de la salle de douche. Ceux qui s'opposent à cette version du drame et dont le dernier chef de file est George Jerome de Harvard soutiennent qu'il s'agit soit d'une distorsion des faits, d'un romantisme outrancier, soit d'un mensonge pur et simple. Selon l'argumentation convaincante de Jérôme, il n'est guère concevable que des adolescents de cet âge songent à expier une faute quelconque, en particulier une offense contre un des leurs qui s'est vu ostracié par une clique avouée de persécuteurs. Comme il serait réconfortant de pouvoir croire l'âme adolescente capable de songer à sauvegarder la dignité et l'intégrité du canard boiteux de la couver par un tel geste, a déclaré Jérôme dans un article récent de l'Atlantic Monthly, mais nous savons hélas fort bien que le canard boiteux n'est jamais ramassé avec sollicitude par ses congénères. Il est au contraire achevé rapidement et sans pitié. Jérôme, sans aucun doute, a parfaitement raison, en ce qui concerne les oiseaux du moins, et sa démonstration n'a pas peu contribué à accréditer la théorie de la mauvaise farce sur laquelle s'est penchée la commission White sans en faire état. Selon cette théorie, Ross et Christine Argensen ont été les artisans d'un complot visant à attirer Carrie White au bal de printemps pour y mettre le comble à son humiliation. Certains investigateurs, notamment des spécialistes du roman policier, soulignent aussi que Sue Snell a joué un rôle déterminant dans ce complot. De ce fait, le mystérieux Monsieur Ross apparaît sous un jour particulièrement défavorable, comme un sinistre mauvais plaisant résolu à placer une créature instable dans la situation la plus éprouvante possible. Cet auteur ne croit pas cette version acceptable, compte tenu du caractère de Monsieur Ross. Les détracteurs de ce dernier, qui l'ont décrit généralement comme une vedette de l'athlétisme borné, une bonne brute, ont systématiquement ignoré certains aspects de sa personnalité. Il est exact que Ross était un athlète particulièrement doué. Son sport favori était le baseball et il avait été admis dans l'équipe première de l'université d'Ewan dès son entrée au collège. Dick O'Connell, entraîneur de la grande équipe des Red Sox de Boston, a souligné qu'un avantageux contrat aurait été offert à Ross s'il avait vécu. Mais Ross était également un étudiant brillant, ce qui coïncide mal avec l'image de la bonne brute, et ses parents ont précisé qu'il était résolu à finir ses études. Il comptait faire une licence de lettres avant de devenir pro du baseball. Il lui arrivait d'écrire de la poésie, et un poème écrit 6 mois avant sa mort avait paru dans une petite revue appelée Everleaf. On pourra la trouver dans l'appendice 5. Ses camarades qui lui ont survécu ont tous également fait son éloge, ce qui est significatif.
Il n'est resté que 12 survivants de ce que la presse à grand tirage a nommé le bal macabre. Ceux qui n'y assistaient pas étaient dans l'ensemble les éléments impopulaires des diverses classes. Si ces exclus se souviennent de Ross comme d'un garçon ouvert et amical, ils sont nombreux à l'avoir appelé un gars vachement sympa. La thèse du professeur Jérôme ne s'en trouve-t-elle pas ainsi battue en brèche? Le dossier scolaire de Ross, dont il est impossible, étant donné le système juridique de l'État, de fournir ici une photocopie, joint aux souvenirs de ses camarades et aux commentaires de ses parents, voisins, amis et professeurs, donne à penser que Thomas Ross était un être d'exception. Il est difficile de faire coïncider le portrait d'un tel personnage avec l'image que veut en donner le professeur Jérôme, une jeune brute cynique, rusée, vaniteuse. Il était, semble-t-il, assez imperméable au sarcasme et assez indépendant de la coterie qui l'entourait pour décider d'inviter Carrie White. En vérité, il semble que Thomas Ross appartenait à cette espèce rarissime, un jeune garçon doué d'une forte conscience sociale. Il ne s'agit pas ici de vouloir le canoniser, loin de nous cette pensée, mais les recherches approfondies auxquelles je me suis livrée me permettent d'affirmer qu'il n'avait rien d'un jeune coq écervelé, lâché dans son poulailler scolaire et s'acharnant stupidement à martyriser l'avorton de la basse-cour. Elle était couchée. Je n'ai pas peur d'elle. Sur son lit, un bras rabattu devant ses yeux. C'était le samedi soir. Si elle devait faire la robe dont elle avait envie, il faudrait qu'elle s'y mette demain. Je n'ai pas peur, maman. Au plus tard. Elle avait déjà acheté le tissu chez Jones à Westover. La somptuosité des lourds plis du velours l'effrayait. Le prix l'avait également effrayée, et elle avait été intimidée par les dimensions du magasin, par les allées et venues des dames chics circulant entre les rayons dans leurs robes légères de printemps et tâtant les coupons de tissu. D'insolites échos peuplaient cette atmosphère si différente de celle du grand bazar de Chamberlain où elle faisait d'habitude ses achats. Elle était intimidée, oui, mais cela n'aurait pas suffi à l'arrêter, car si elle l'avait voulu, elle aurait pu les faire s'enfuir toutes dans les rues, hurlantes de terreur. Mannequins culbutés, plafonniers décrochés, ballots de tissu volant dans les airs, déployés comme des bannières. Telle Samson dans son temple, elle aurait pu faire fondre la destruction sur leur tête si elle en avait eu le désir. Je n'ai pas peur. Le paquet était maintenant caché sur une haute étagère dans le sous-sol et elle allait le remonter, ce soir même. Elle ouvrit les yeux. Décolle. La commode s'éleva au-dessus du sol, se mit à vibrer un instant, puis reprit son ascension jusqu'à ce qu'elle touchât le plafond. Elle la fit redescendre, remonter, redescendre. Ensuite, ce fut le lit au complet, sommier et matelas, en haut, en bas, en haut, en bas, tout comme un ascenseur. Elle se sentait à peine fatiguée, enfin un petit peu. Presque perdu 15 jours plus tôt, son pouvoir lui revenait en force. Il s'était même développé avec une rapidité, quasi terrifiante. Et maintenant, spontanément, selon toute apparence, telle la révélation de la menstruation, des souvenirs en foule lui affluaient à l'esprit, comme si l'effondrement d'un barrage mental avait permis l'irrésistible ruée de flots inconnus, oubliés. Des souvenirs d'enfance, confus, déformés, mais tout à fait réels. Des images au mur qui s'étaient mises à danser. Les robinets ouverts, d'un bout de la pièce à l'autre, maman lui demandant « Carrie, ferme la fenêtre, il va pleuvoir », de faire quelque chose, et les fenêtres qui se mettent à battre dans toute la maison. Les 4 pneus de la Volkswagen de Miss McCafferty dégonflés en même temps, en dévissant à distance les valves, les pierres. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, il n'était pas question de nuer la véracité des souvenirs, pas plus que la réalité du flux menstruel, et ce souvenir-là n'était pas compris
Il était étincelant, fulgurant, comme tracé d'un éclair. La petite fille. Maman, arrête, maman, non, je ne peux plus respirer. Oh, ma gorge. Oh, pardon, maman, pardon. Oh, ma langue, le sang dans ma bouche. La pauvre petite fille, hurlant. Petite putain, je vois bien de quelle race tu es. Je sais ce qu'il me reste à faire. La pauvre petite fille, étendue moitié dans la penderie, moitié au dehors, avec une ronde d'étoiles noires dansant devant les yeux, un bourdonnement lointain dans la tête, la langue gonflée, saillant entre les lèvres, la gorge marquée d'un collier de chair meurtri par les doigts de maman qui l'étranglait. Maman qui revenait vers elle, tenant le long couteau de boucher de papa Ralph. L'arracher. Il faut que j'arrache le mal, que j'extirpe l'immonde péché de chair. Oh oui, que je lis dans tes yeux, que je t'arrache les yeux. Dans sa main droite, le visage convulsé et grimaçant de maman, la bave sur le menton, et dans l'autre main, la Bible de papa Ralph. Ton regard ne sera plus jamais souillé par l'ignominie de cette nudité perverse. Et quelque chose a décollé, décolle, quelque chose d'énorme, d'informe, de démesuré, mue par une puissance qu'elle ne contrôlait pas, qu'elle ne contrôlait jamais, et alors quelque chose est tombé sur le toit. Maman a crié et a lâché la Bible de papa Ralph, et c'était bon. Et puis d'autres coups, d'autres chocs, puis les meubles ont commencé à faire la sarabande dans toute la maison. Maman a lâché le couteau, elle est tombée à genoux et s'est mise à prier en oscillant, les mains levées, pendant que les chaises volaient le long du couloir, que le lit du premier tombait, que la table de la salle à manger tentait de franchir une fenêtre. Alors les yeux de maman sont devenus énormes. Elle avait un regard fou, exorbité, l'index pointé sur la petite fille. « C'est toi, suppôt du diable, sorcière, c'est toi qui fais tout cela !» Et puis sont venues les pierres, et maman s'est évanouie, tandis que le toit craquait et tremblait, comme sous les pas de Dieu, et puis elle-même s'était évanouie. Et ensuite, elle ne se souvenait plus. Maman n'avait parlé de rien. Le couteau de boucher avait réintégré son tiroir. Maman avait pansé les larges meurtrissures bleues et noires sur son cou, et Carrie croyait se souvenir qu'elle avait demandé à maman comment c'était arrivé, et maman avait serré les lèvres sans rien dire. Peu à peu, l'incident avait été oublié. Les yeux de la mémoire ne s'ouvraient à nouveau que dans les rêves. Les images ne dansaient plus contre les murs, les fenêtres ne se fermaient plus toutes seules. Carrie ne se souvenait pas de l'époque où la vie avait été différente, pas jusqu'à aujourd'hui. Allongée sur son lit, elle considérait le plafond, baigné de transpiration. « Carrie, dîner !»« Merci, maman. »« Je n'ai pas peur. » Elle se leva et noua ses cheveux d'un ruban bleu marine. Puis, elle descendit l'escalier. Dans quelle mesure le don terrible de Carrie était-il manifeste, et avec sa stricte morale chrétienne, qu'en pensait Margaret White? Nous ne le saurons sans doute jamais, mais l'on est tenté de croire que les réactions de Madame White ont dû atteindre un paroxysme. « Tu n'as pas touché ta tarte, Carrie ?» Maman leva les yeux du tract qu'elle lisait avec attention, tout en buvant son infusion. « C'est moi qui l'ai faite. »« Ça me donne des boutons, maman. »« Des boutons, c'est une punition du bon Dieu. Allez, mange ton gâteau. »« Maman ?»« Oui ?» Carrie plongea. « J'ai été invitée au bal de printemps vendredi prochain par Tommy Ross. » Le tract était oublié. Maman la dévisageait avec un air « Je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles ». Ses narines palpitaient comme les naseaux d'un cheval qui vient d'entendre grelotter la queue d'un serpent à sonnette. Carrie, une boule dans la gorge, tenta d'avaler sa salive. « Je n'ai pas peur. Oh, si j'ai peur !» Et n'y parvint qu'à demi. « Et c'est un garçon très gentil. Il m'a promis de passer à la maison pour que tu fasses sa connaissance avant et... Non. »
qu'il me ramènerait à 11 heures. Non, non, non. Acceptez, maman. Je t'en prie, si tu pouvais comprendre qu'il faut que je tâche de vivre avec les autres. Je ne suis pas comme toi. Je suis bizarre. Je veux dire, à l'école, ils me trouvent bizarre. Et je n'aime pas ça. Je veux essayer d'être normale, d'être moi-même, avant qu'il soit trop tard. Madame White lança son thé à la figure de Carrie. Le thé était tiède, mais eût-il été bouillant, qu'il n'aurait pu réduire Carrie au silence plus soudainement. Elle resta figée sur sa chaise, le liquide ambré coulant le long de ses joues et de son menton pour s'étaler sur sa blouse blanche. Il était poisseux de sucre et sentait la cannelle. Madame White, immobile, tremblait sur son siège, le visage pétrifié, à l'exception des narines qui continuaient à palpiter. Sur son visage se peignait une expression démente de compassion et de haine mêlée. « Le placard, dit-elle, va dans ton placard et prie. »« Non, maman. »« Les garçons, oui, les garçons viennent ensuite. » Après le sang, viennent les garçons, comme des chiens qui reniflent, qui halètent, qui bavent, des chiens qui essaient de trouver d'où vient l'odeur. Cette odeur. Elle lança le bras à toute volée et sa paume s'abattit contre le visage de Carrie. Oh mon Dieu, j'ai si peur maintenant. Avec le claquement mat d'une ceinture de cuir dont on fouette le vide. Le buste vacilla sous l'impact, mais elle resta assise. L'empreinte sur sa joue d'abord blanche prit une couleur rouge vif. La marque, dit Madame White. Ses yeux dilatés étaient vides d'expression. Elle respirait à petits coups précipités, tandis que la griffe de sa main descendait sur l'épaule de Carrie pour l'arracher à sa chaise. Elle semblait se parler à elle-même. Je l'ai vu. Oui, oh oui, je l'ai bien vu. Mais je n'ai jamais, sauf pour lui. Il m'a pris. Elle s'interrompit et son regard se mit à errer vaguement autour du plafond. Carrie était terrorisée. Maman semblait dans les affres d'une révélation capitale qui risquait de la foudroyer. Maman, dans les voitures. Oh, je sais où ils vous emmènent. Dans leurs voitures, les faubourgs, les routes écartées, le whisky, l'odeur. Oh, ils la sentent sur vous. Sa voix s'enfla en un hurlement. Les tendons saillant le long du cou, elle fit pivoter sa tête, dressée dans une sorte d'interrogation éperdue. « Maman, tu devrais arrêter. » Cette interruption parut la replonger soudain dans une réalité sans contour. Ses lèvres eurent une série de tressaillements étonnés et elle s'arrêta, comme à la recherche de jalons familiers dans un monde inconnu. « Le placard, murmura-t-elle, va dans ton placard et prie. » Non. Maman leva la main pour frapper. Non. La main s'immobilisa en l'air. Maman leva les yeux pour la regarder, semblant s'assurer qu'elle était bien là, au bout de son bras et intacte. Le plat à tarte se souleva subitement du trépied sur la table et vola à travers la pièce pour s'écraser près de la porte du salon, dans un éclaboussement violet de myrtille. « Je vais y aller, maman. » La tasse renversée de maman s'éleva et lui fila au ras du visage pour se fracasser au-dessus du fourneau. Maman poussa un cri aigu et se laissa tomber à genoux, les mains sur la tête. « Enfant du diable, gémit-elle, fille du démon, suppôt de Satan. Maman, relève-toi. Le stupre et la luxure, l'aiguillon de la chair. Lève-toi. » Maman resta sans voix, mais se redressa, les mains toujours plaquées sur la tête, comme un prisonnier de guerre. Ses lèvres remuaient fébrilement. Il sembla à Carrie qu'elle récitait le Notre Père. « Je ne veux pas me disputer avec toi, maman, » dit Carrie. Et comme sa voix s'éteignait dans un murmure, elle s'efforça de la fermir. « Je veux seulement pouvoir vivre ma vie à moi. Je n'aime pas la façon dont toi tu vis. » Elle s'interrompit,
horrifiée malgré elle. L'ultime blasphème avait été prononcé et il était 1000 fois pire que les mots les plus grossiers. « Sorcière !» chuchota maman. « Il est dit dans le livre du Seigneur, tu ne souffriras pas que vive une sorcière. Ton père a accompli la tâche du Seigneur. » « Je ne veux pas parler de ça, » dit Carrie. Elle était toujours très troublée d'entendre maman parler de son père. « Je voudrais seulement que tu comprennes que les choses vont changer ici, à la maison, maman. » Ses yeux brillaient d'un éclat particulier. Ils devraient bien le comprendre, eux aussi. Mais maman s'était remise à marmotter pour elle-même. La gorge serrée, la peur au ventre, elle descendit au sous-sol pour aller y chercher son tissu. On y était mieux que dans le placard. Tout valait mieux que le placard, avec sa lampe bleue et l'âcre odeur de la transpiration et de ses propres péchés. Tout, n'importe quoi. Le paquet plaqué contre la poitrine, elle ferma les yeux. Échappant à l'éclairage blafard de l'ampoule nue pendant au plafond et festonnée de toiles d'araignée. Tommy Ross ne l'aimait pas, elle le savait bien. C'était de sa part une étrange façon de se réhabiliter. Elle le comprenait et était sensible à son geste. À peine en âge de raisonner, le concept de pénitence lui avait été familier. Il avait dit qu'il s'amuserait bien, qu'il y veillerait. Les autres feraient mieux de se tenir à carreau. Elle ne savait pas si son don particulier lui venait d'un dieu de lumière ou d'un prince des ténèbres, et, découvrant enfin qu'elle se souciait peu de connaître la réponse à cette question, elle se sentait envahie d'un immense soulagement, les épaules enfin libérées d'un fardeau qui l'écrasait depuis toujours. En haut, maman continuait à murmurer. Ce n'était pas le Notre Père, c'était la prière de l'exorcisme du Deutéronome. Pour finir, ils en ont même fait un film. Je l'ai vu en avril dernier. En sortant de la salle, j'ai failli vomir. Chaque fois qu'il arrive en Amérique un événement important, il faut qu'ils en fassent un sirop à la guimauve. Cela permet de l'oublier, et peut-être serait-ce une erreur plus grave qu'on ne se l'imagine d'oublier Carrie White. Lundi matin, le directeur Grail et son adjoint Pete Morton prenaient leur café dans le bureau de Grail. « Toujours pas de nouvelles de Argensen ?» demanda Morty. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus à la John Wayne, légèrement teinté d'inquiétude. « Rien, mais Christine s'abstient maintenant de crier sur tous les toits que son père va nous mettre sur le sable. » Gray le souffla dans son café en faisant la grimace. « Ça n'a pas l'air de vous plonger dans l'allégresse. »« Pas spécialement. Saviez-vous que Carrie White devait venir au bal de printemps ?» Morty battit des paupières. « Avec qui ? Du Blair ?» Du Blair était Freddie Holt, un autre des disgraciés d'Ewen. Il devait peser à peu près 45 kilos tout mouillé, et au premier coup d'œil, on aurait été tenté de dire que la moitié de ce poids était concentré dans son nez. « Non, » répondit Grail, « avec Tommy Ross. » Morty avala de travers une gorgée de café et fut pris d'une crise de toux. « Ça m'a fait le même effet, » dit Grail. « Et la petite amie de Tommy, la fille Snell ? » « Je crois que c'est elle qui l'a mis au pied du mur, » reprit Grail. Elle semblait dévorée de culpabilité à propos de l'histoire de Carrie quand je lui ai parlé. Maintenant, elle fait partie du comité de décoration et elle a l'air ravie, comme si c'était sans aucune importance pour elle de ne pas assister au bal de fin d'année. « Oh » fit Morty, songeur. Quant à Argensen, je crois qu'il a discuté avec plusieurs personnes qui lui ont bien fait comprendre que nous pourrions réellement le poursuivre pour l'affaire Carrie White si nous en avions envie. À mon avis, il s'est fait une raison. C'est sa fille qui m'inquiète. Vous croyez qu'elle va créer un incident vendredi soir ? Je ne sais pas trop, mais je sais qu'un tas d'amis de Chris seront présents, et elle fréquente beaucoup ce vaurien de Billy Nolan.
Lui aussi a sa bande de copains, du genre pour qui le fin du fin consiste à terroriser des femmes enceintes. D'après ce que je me suis laissé dire, Chris Argensen en fait ce qu'elle veut. Vous craignez quelque chose de précis ? Grail eut un geste d'impuissance. De précis ? Non, mais je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour me rendre compte que la situation est scabreuse. Vous vous souvenez du match contre Stedler en 76 ? Morty acquiesça. Il lui faudrait plus de 3 ans pour que le souvenir du match Ewen-Stedler s'efface de sa mémoire. Bruce Trevor avait été un étudiant du genre marginal, mais un prodigieux joueur de basket-ball. Gaines, l'entraîneur, ne l'aimait pas, mais Trevor allait faire monter Ewen en finale du tournoi pour la première fois depuis 10 ans. Il avait été rayé de l'équipe 8 jours avant la rencontre pratiquement gagnée d'avance d'Ewen contre les Stedler Bobcats. Au cours d'une inspection officielle des vestiaires, 1 kilo de marijuana avait été découvert derrière les manuels juridiques de Trevor. Ewen avait perdu le match et toutes ses chances de promotion dans le tournoi par 104 à 48. Mais personne ne se souvenait de cette défaite. Ce qui était resté gravé dans les mémoires, c'était l'émeute qui avait interrompu la partie à la 4e reprise. Menée par Bruce Trevor, qui clamait avec indignation qu'il était victime d'un coup monté, elle s'était terminée avec 4 admissions à l'hôpital. Dans les 4 se trouvait l'entraîneur de Stedler, qui avait été assommé à coups de trousse de secours. « J'ai une sorte de mauvais pressentiment, » dit Grail. « Ils vont débarquer en force avec des pommes pourries ou quelque chose dans ce genre. » « Vous avez peut-être un don de double vue, remarqua Morty.